Vous verrez tout au long de cette vidéo à quel point l'esprit de Holmes s'était tordu, même après sa mort. Oubliez Jack l'Éventreur. Holmes, lui, avait construit un château entier juste pour satisfaire ses pulsions. Chicago, 1893. La ville brille de mille feux. C'est l'exposition universelle. La ville blanche, une prouesse architecturale qui attire des millions de visiteurs venus du monde entier pour célébrer le progrès et l'avenir. Mais à quelques kilomètres de cette féerie, un tout autre type de bâtiment vient de sortir de terre. Une bâtisse massive, sombre, menaçante. À l'intérieur, ce n'est pas un hôtel comme les autres. C'est un labyrinthe conçu par un esprit malade. Des chambres sans fenêtres, des escaliers qui ne mènent nulle part et des murs insonorisés pour étouffer les cris. Bienvenue dans le château des meurtres. Bienvenue chez le docteur Henry Howard Holmes. Pour comprendre comment une telle horreur a pu exister, il faut regarder qui tenait les clés. Herman Webster Mudgett, plus connu sous le nom de Dr Henry Howard Holmes. En apparence, c'est l'homme idéal. Beau garçon, charismatique, bien habillé et surtout médecin. Lorsqu'il arrive à Chicago en 1886, la ville est en pleine explosion démographique et c'est le terrain de chasse parfait pour un escroc de génie. Car avant d'être un tueur, Holmes est un arnaqueur. Fraude à l'assurance, chèque en bois, vol de cadavres, l'homme n'a aucune morale. Mais l'argent ne lui suffit plus. Avec l'annonce de l'exposition universelle, il voit une opportunité plus grande. Il achète un terrain dans le quartier d'Englewood et commence la construction de son chef-d'œuvre macabre. Le bâtiment est immense. 3 étages. Le rez-de-chaussée abrite des commerces, dont une pharmacie gérée par Holmes lui-même. L'étage supérieur est réservé à ses appartements et aux clients de l'hôtel. Mais la construction est un cauchemar logistique. Holmes changeait d'équipe d'ouvriers toutes les 2 semaines. Pourquoi ? Pour être le seul à connaître les plans exacts de la bâtisse. Et quel plan ? Imaginez un instant. Vous louez une chambre, elle semble normale. Mais derrière le mur, il y a un Judas par lequel Holmes vous observe. La porte, elle ne se verrouille que de l'extérieur. Certaines pièces sont équipées de tuyaux de gaz contrôlés depuis la chambre de Holmes. Il asphyxie ses victimes lentement. D'autres sont tapissées d'amiante pour insonoriser totalement l'espace. Il y a des couloirs en zigzag, des escaliers qui mènent nulle part, des portes qui s'ouvrent sur des murs de briques et des trappes dissimulées au sol. Toutes ces trappes mènent au même endroit, la cave. C'est là que Holmes avait installé son laboratoire. Une table de dissection, des outils chirurgicaux et des cuves d'acide. C'est ici que l'horreur prenait sa forme finale. L'étage de l'hôtel n'était pas conçu pour le repos, mais pour la confusion et la capture. Holmes avait imaginé un véritable parcours du combattant pour ses victimes. Tout commençait dans les chambres. La plupart étaient insonorisées, tapissées d'amiante pour étouffer les hurlements. Certaines n'avaient aucune fenêtre. Une fois la porte refermée, la victime était coupée du monde. Mais le plus effrayant, c'était le contrôle absolu de Holmes. Depuis sa propre chambre ou son bureau, il pouvait actionner des valves cachées. Des jets de gaz s'infiltraient alors dans les pièces verrouillées, endormant ou tuant les occupants sans qu'ils n'aient à lever le petit doigt. Pour ceux qui tentaient de fuir, c'était pire. Les couloirs étaient un labyrinthe, des escaliers s'arrêtaient net contre le plafond, des portes s'ouvraient sur des murs de briques. Holmes avait même installé des chambres de pendaison secrètes et un énorme coffre-fort hermétique, non pas pour l'argent, mais pour y enfermer des gens vivants et les laisser suffoquer lentement dans le noir total. Holmes n'avait pas besoin de transporter les corps dans les escaliers. Il avait fait installer des goulottes, des sortes de toboggans cachés dans les murs, qui permettaient de faire glisser les cadavres directement depuis les étages jusqu'au sous-sol. La cave.
C'est là que l'hôtel se transformait en usine. Ce n'était pas une simple cave, c'était un atelier de démembrement. Holmes y disposait de tables de dissection professionnelles, d'outils chirurgicaux de précision et de cuves remplies d'acide corrosif pour dissoudre les chairs. Il possédait même un four crématoire capable d'atteindre des températures extrêmes pour réduire les restes en cendres. Mais rappelez-vous, Holmes était un homme d'affaires. Pourquoi détruire ce qui peut être vendu ? Avec une précision chirurgicale, il écorchait certains corps, nettoyait les os et remontait les squelettes pièce par pièce. Il les vendait ensuite légalement à des universités de médecine qui ne posaient aucune question sur la provenance de la marchandise. Dans l'hôtel de Holmes, la victime payait sa chambre, puis payait de sa vie, et finissait par apporter de l'argent, même après sa mort. Après l'exposition universelle de 1893, les visiteurs repartent et les créanciers commencent à frapper à la porte. Holmes est criblé de dettes. Il tente alors une dernière arnaque à Chicago. Il met le feu au dernier étage de son propre château pour toucher l'assurance. Mais l'incendie est rapidement maîtrisé et la compagnie d'assurance flaire l'arnaque. Holmes n'a plus le choix. Il fuit la ville en laissant son hôtel derrière lui, encore debout, mais désormais vide. Il traverse les États-Unis en continuant ses arnaques. Mais cette fois, il va trop loin. En 1894, Holmes monte un coup avec son fidèle associé, Benjamin Bitzel. Le plan est simple, falsifier la mort de Pitzel, toucher 10 000 $ d'assurance vie et se partager le butin. Sauf que Holmes décide que la fausse mort de Pitzel sera bien réelle. Il le tue en le brûlant vif dans une pharmacie à Philadelphie. Puis, pour éliminer les témoins, il s'en prend aux 3 enfants de Pitzel, Alice, Nellie et le petit Howard. Holmes entraîne les enfants dans un périple à travers le pays, leur promettant qu'ils allaient retrouver leur père. Mais c'est un jeu macabre. Il les tue un par un. Alice et Nellie sont enterrés nus dans une cave à Toronto. Le petit Howard, lui, est découpé en morceaux et brûlé à Indianapolis. Mais cette fois, Holmes a commis une erreur. Il a trahi Marion Hedgepeth, un autre escroc rencontré en prison en ne lui versant pas sa part du butin. Furieux, Hedgepeth balance tout à la police, le vrai nom de Holmes, l'arnaque à l'assurance et même ses complices. C'est alors qu'à la Pinkerton National Detective Agency, une agence de détectives privée réputée entre en jeu. L'un d'eux, Frank Geyer, devient obsédé par l'affaire. Il traque Holmes à travers tout le pays. Il visite plus de 900 maisons, interroge des centaines de témoins. Le 17 novembre 1894, Holmes est finalement arrêté à Boston pour escroquerie à l'assurance. Il est condamné à 2 ans de prison. Mais pendant son incarcération, l'enquête continue. Et c'est là que tout bascule. Le détective Geyer retrouve d'abord les corps des 2 fillettes à Toronto, puis les restes calcinés du petit Howard à Indianapolis. Les preuves s'accumulent. À Chicago, la police investit enfin le fameux château. Ce qu'il découvre dépasse l'imagination. Une table de dissection, des cuves d'acide, un four de 3 mètres de haut contenant des ossements, des bijoux et des vêtements de femmes. Mystérieusement, plusieurs explosions détruisent des parties du bâtiment avant que toutes les preuves ne soient récoltées. Certains y voient la main de complices de Holmes. D'autres pensent qu'il s'agit d'un sabotage pour protéger des personnalités impliquées. En octobre 1895, le procès s'ouvre à Philadelphie. Holmes est jugé uniquement pour le meurtre de Benjamin Pitzel et de ses 3 enfants. Malgré le manque de preuves matérielles pour les crimes de Chicago, la presse le présente déjà comme un monstre. Au début, Holmes assure lui-même sa propre défense. Il plaide non coupable et se comporte avec un calme déconcertant. La presse le décrit comme un homme aux nerfs d'acier. Mais les témoignages de Geyer, les aveux partiels de Holmes et les preuves accumulées finissent par convaincre le jury. Le verdict tombe. Coupable. Holmes est condamné à mort par pendaison. En détention, Holmes ne perd pas son sens des affaires. Les journaux de William Randolph Hearst lui offrent 7 500 $ de l'époque, soit l'équivalent de 200 000 $ aujourd'hui, pour qu'il rédige ses confessions.
Holmes accepte. Il avoue alors 27 meurtres, puis change de version. Il prétend avoir tué 133 personnes, puis clame son innocence, puis affirme être possédé par Satan. Les enquêteurs découvrent rapidement que la plupart des personnes qu'il prétend avoir tuées sont soit vivantes, soit mortes de causes naturelles à des centaines de kilomètres. Holmes ment jusqu'au bout. Mais pourquoi? Pour l'argent, pour l'attention, ou simplement parce qu'il ne pouvait pas s'en empêcher. Lors de son procès, Holmes avoue avoir tué 27 personnes. Certains journaux lui en attribuent plus de 200, bien que ce chiffre soit probablement exagéré. Seuls 9 meurtres ont été confirmés, mais l'estimation réelle pourrait se situer entre 100 et 200 victimes. Il dira cette phrase célèbre « Je suis né avec le diable en moi. Je ne peux nier que je suis un assassin, pas plus que le poète ne peut nier l'inspiration qui le pousse à chanter. » Le 7 mai 1896, à 10h12, Holmes est pendu à la prison de Moyam-Musing à Philadelphie. Il ne montre aucun signe de peur ou d'anxiété. Mais la pendaison tourne mal. Son cou ne se brise pas. Il mettra plus de 15 minutes à mourir, déclaré mort 20 minutes après l'exécution. Lui qui a dissous et vendu les squelettes de ses victimes avait une peur panique que son corps soit volé et disséqué par la science. C'est l'ironie suprême. Il a donc exigé et obtenu que son cercueil soit coulé dans le béton pour que personne ne puisse venir le mutiler comme il l'avait fait avec tant d'autres. Son corps a été enterré sous 2 tonnes de béton. Holmes redoutait de subir, après sa mort, ce qu'il avait infligé de son vivant. Aujourd'hui, le château a brûlé et a été replacé par un bureau de poste. Mais l'ombre de Holmes plane toujours sur l'histoire du crime, comme le tout premier tueur en série médiatique de l'Amérique moderne. Si cette plongée dans l'histoire sombre vous a plu, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu et de vous abonner pour d'autres enquêtes. Dites-moi en commentaire, connaissiez-vous l'histoire du château des meurtres?